Enrico Letta, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien Premier ministre italien et député européen et depuis 2015, vous êtes doyen de l'École des affaires internationales de Sciences Po à Paris. Vous dirigez également l'Institut Jacques Delors et c'est justement à l'ancien président de la Commission européenne que vous dédicacez le livre que vous venez de publier aux éditions Fayard. Ce livre s'intitule « Faire l'Europe dans un monde de brutes ». Alors, migrants, chômage, terrorisme, populisme, l'Europe, rappelez-vous, va vraiment pas bien et vraiment malade. L'Europe, en fait, est vraiment rejetée de tous, on l'a vu avec le Brexit. Comment vous expliquez ce rejet? C'est un rejet qui naît de loin. Il est lié à quoi? Il est lié au fait que les gens n'aiment pas la perspective du futur. Un futur dans lequel on a la perception que nos pays, la France, l'Italie, la Grande-Bretagne, qui étaient les pays dominants dans le passé, aujourd'hui se trouvent avec la Chine, l'Inde, les autres, un futur menacé. Un futur menacé dans nos jobs, dans nos entreprises, nos villes, notre richesse, les migrants qui arrivent. Tout ça donne une idée de futur qui nous fait peur. Alors, je pense que c'est important de répondre à ces peurs. Ce sont des peurs qui ont des raisons. Alors, il faut que ces réponses soient intelligentes. Alors, justement, parmi les réponses, vous parlez de débruxelliser l'Europe, c'est-à-dire de réduire cette fracture entre le peuple et les élites en plaidant pour une gouvernance plus forte, un Parlement élargi, un vrai budget européen. Et surtout le fait que l'Europe n'est pas un État qui va substituer nos États. Et donc l'idée que tout soit à Bruxelles, de mon point de vue, donne une très mauvaise image. L'image que ce soit, comme c'est Paris pour la France ou Madrid pour l'Espagne, donc que ce soit l'idée que bon, notre État, on l'aime beaucoup, les Français aiment la France, les Italiens aiment l'Italie, disparaît parce qu'il y a un super État. Non, c'est faux, c'est pas ça. Et ce Bruxelles si grand que ça donne cette idée. C'est une fausse idée, c'est une erreur. C'est pour ça que, par exemple, moi je suis parmi ceux qui plaident pour que le Parlement européen reste à Strasbourg. Oui, je suis pour ceux qui plaident pour que l'Europe soit faite de plusieurs capitales et qu'elle ait des pouvoirs importants, mais que ça ne donne pas l'idée que c'est un super État avec un Moloch tout bureaucratique, Bruxelles. Alors vous proposez également des listes transnationales pour les élections européennes, et finalement, quand on vous lit et qu'on écoute Emmanuel Macron, vous êtes vraiment sur les mêmes positions. Alors il me semble que vous allez même un peu plus loin, puisque vous proposez une harmonisation du droit du travail, et des indemnités chômage au niveau européen. Et surtout, on travaille et on devrait travailler pour faire en sorte que, par exemple, les entrepreneurs, les gens qui mènent la vie économique de nos pays aiment plus l'Europe pour une fiscalité unique en Europe. Voilà. Pas avoir cette situation de fragmentation. Mais vous pensez que les Européens sont prêts à accepter un droit social, enfin un droit du travail unifié? Vous ne pensez pas aller trop loin? Non, le point essentiel est celui de faire en sorte que de l'Europe viennent des aides aux travailleurs qui perdent leur travail. Alors qu'aujourd'hui, de l'Europe à ces gens qui perdent leur travail viennent normalement des non. Tu perds ton travail parce que ton usine est menacée par la concurrence chinoise. L'Europe dit non au fait que l'État y mette de l'argent public. C'est plutôt des non. Alors, je voudrais que l'Europe dise des oui. Des oui voilà, une des propositions que je fais, c'est celle d'avoir un Erasmus de l'école secondaire. L'école secondaire, c'est très important parce que l'Erasmus, qui est un des grands succès de l'Europe, c'est pour les étudiants universitaires. C'est une partie de notre société, pas le reste des jeunes. Alors que l'école secondaire, ce sont tous. Ça donnerait la possibilité à tous nos citoyens de dire « mais tu vois, l'Europe me donne quelque chose que je n'aurais ». En effet, vous insistez beaucoup sur les jeunes. Pour vous, c'est vraiment important. Non, c'est très important. On a lancé en plus à l'Institut Jacques Delors ce projet de l'Académie Notre Europe. De quoi s'agit-il? Il y a une échéance, 30 septembre, on peut demander dans les sites de l'Institut Jacques Delors de participer. Il y a deux cibles, les jeunes et les journalistes, pour avoir quoi? Un parcours d'une année, un vendredi chaque mois, pour voir l'Europe comme elle se fait. C'est une espèce d'Erasmus de la politique. À Paris. C'est pas seulement Paris, c'est Paris, Bruxelles, Berlin, Rome,
avec des grands protagonistes de la politique. Michel Barnier va participer, Sylvie Goulard, Pierre Moscovici, d'autres. Donc ça va être quelque chose que, je pense, ça va donner quelque chose de plus, soit aux jeunes, soit aux journalistes. Parce que je pense que les journalistes ont besoin de savoir quelque chose de plus. D'accord. Alors j'ai fait valoir tout à l'heure votre proximité d'idées avec Emmanuel Macron. Alors il y a quand même une chose dans le livre où vous lui lancez une pique. C'est à propos d'un sujet qui est d'actualité, donc STX Saint-Nazaire. Vous dites dans le livre, je n'ai pas compris le sens de son annonce sur la nationalisation. Au contraire, l'accord avec Fincantieri pourrait vraiment créer un Airbus de la mer où l'Italie, la France et l'Europe seraient gagnants. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Je pense que c'est vraiment la piste à suivre. L'Europe, nos concurrents, c'est les Chinois, les Coréens, les Américains. Ce n'est pas entre nous. Et donc, les chantiers navals, ça, c'est exactement l'exemple. Airbus nous donne la piste, la bonne piste. Français et Allemands se sont mis ensemble et aujourd'hui, ils battent les Américains. Alors, les chantiers navals, je pense, France et Italie ensemble, sans qu'il y ait de nationalisation ou d'autres choses comme ça, mais vraiment avec une synergie importante, peuvent créer le grand Airbus de la mer, les meilleurs chantiers navals qui puissent battre les vrais concurrents. Ce sont les Coréens, les Coréens, les Chinois. Donc il ne faut pas se battre entre l'Italie et la France. Je pense que c'est plutôt se mettre ensemble. 50-51%. Je pense qu'il faut se mettre ensemble et il faut chercher de battre les autres. Notre concurrence, c'est les autres. Alors Enrico Letta, j'ai lu que vous étiez un ancien coureur du 110 mètres et du 400 mètres. Et donc visiblement, vous aimez bien les obstacles. Oui, j'en ai eu beaucoup dans ma vie. Et alors, je dois dire que vous n'hésitez pas dans les propositions un petit peu hardies. Vous plaidez pour l'élargissement de l'Union européenne. Or, il y a un tas de détracteurs sur l'Europe qui trouvent qu'une Europe à 28 États membres et bientôt à 29 avec l'Albanie, c'est déjà beaucoup, beaucoup trop. Donc, comment les séduire avec votre proposition? Je réponds en disant toujours que quand on fait un choix, il faut toujours voir quelles seraient les alternatives. Alors, on est contre l'élargissement à l'Est. L'alternative aurait été avoir Poutine à 500 km de nous, c'est-à-dire aux frontières de l'Autriche et tout le reste. S'il n'y avait pas eu l'Europe de l'Est. On a fait cet élargissement. À la fin, ça a été positif. On a attirer ces pays dans l'influence de l'Europe occidentale. Stratégiquement, génial. C'est difficile à digérer. Oui, c'est très difficile. Alors je dis, on doit faire une Europe à deux vitesses. Les pays de l'euro, et donc la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, doivent pousser pour plus d'intégration. Et en même temps, il faut continuer à intégrer les autres. Avoir la Serbie, l'Albanie dedans, ce n'est pas une chose négative, parce que c'est des Balkans. Toutes les instabilités sont venues des Balkans. Donc, il ne faut pas les laisser tout seuls, ça va créer une confusion qu'on doit absolument éviter. Alors, il y a une autre proposition aussi que vous faites, qui est un petit peu hardie oui. C'est la question des migrants. Donc, vous applaudissez l'accueil par Angela Merkel de 1 million de migrants, et vous dites qu'en fait, c'est dans l'ADN de l'Europe d'accueillir comme ça les migrants. Vous ne pensez pas qu'en disant ça, vous nourrissez un peu le populisme que vous dénoncez dans votre livre? Je pense que les réfugiés et les migrants, pour des raisons économiques, c'est des choses différentes. C'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié ce que Macron a dit. Macron a été le premier qui l'a dit très clairement. Les réfugiés, là, il y a un droit politique, et on doit respecter ce droit. Et la France est un pays qui a toujours été très attentif sur ça. Les migrants pour des raisons économiques, ça c'est autre chose. Et il faut être sélectif. Je n'ai aucun doute que là, il faut être sélectif. Mais sur la Syrie, la Syrie, c'est un pays qui a été détruit par la guerre. On ne peut pas dire que c'est des gens... Quand on voit les images des enfants qui n'ont pas d'école à Alep, on est ému pour ça. Et puis, on n'est pas conséquent. Alors, je pense qu'il faut mettre en place une politique européenne de la migration qui soit en condition de séparer ces deux questions très clairement. Donc, être généreux avec les réfugiés pour des raisons politiques et être sélectif pour les migrants pour des raisons économiques. Alors vous citez beaucoup le pape, justement, dans votre livre. Vous ne pensez pas que c'est un peu paradoxal de faire une différence comme ça entre les migrants qui souffrent politiquement et ceux qui meurent de faim ou qui bientôt mourront du réchauffement climatique? Bon, je pense que, premièrement, il faut appliquer nos lois. Nous avons tous des constitutions qui disent très clairement que le droit à l'asile politique est un droit constitutionnellement reconnu
Et donc, il y a une séparation qui vient de nos systèmes de droit. Et je pense que c'est la première chose à appliquer. On ne l'a pas fait. Et je pense qu'on ne peut pas passer pour la Birmanie ou d'autres, ou l'Inde, qui ont fait ce qu'ils sont en train de faire pour la minorité des Rohingyas. On accuse le prix Nobel de la paix en Birmanie parce qu'elle ne dit rien sur la question de 300 000 réfugiés Rohingyas qui sont dans son pays harcelés et tout le reste. Donc, c'est un des éléments qui distingue l'Europe des autres. Je sais que c'est très difficile, je le sais, parce qu'on a peur des autres. Et surtout, on a peur des autres quand la situation économique de nos pays n'est pas si positive que ça. Donc, il faut le faire en intégrant, et il faut le faire en sachant que cette distinction réfugiés-migrants pour des raisons économiques est très importante. Mais alors, il n'y a pas que les raisons économiques ou démographiques qui nous incitent à faire venir des migrants. Il y a aussi quand même, il y a la raison culturelle et même religieuse quelquefois qui pose des problèmes quand même. Il ne faut pas l'occulter, ça. Oui, c'est vrai, mais il est vrai aussi que parmi les Syriens, il y avait beaucoup de chrétiens qui sont venus. Donc la chose, je pense, à la fin est très compliquée. D'accord. Alors, nous nous orientons vers les élections en Allemagne où Angela Merkel risque fortement d'être réélue. Aujourd'hui, l'Europe, finalement, elle compte 2 chefs d'État très européens, enfin 2 dirigeants politiques européens, Emmanuel Macron et Angela Merkel. Est-ce que la relance de l'Europe passe réellement par le couple franco-allemand? Je pense qu'aujourd'hui, le couple franco-allemand a un devoir historique. Et c'est la première fois, peut-être après Kohl et Mitterrand, que ça se passe comme ça. C'est-à-dire que la France a le devoir historique de rééquilibrer l'Allemagne. L'Allemagne est devenue trop puissante, tout puissante à l'intérieur de l'Europe, et l'Europe ne se fait pas avec un pays tout puissant. Donc c'est très important ce que France et Allemagne ensemble peuvent faire, parce que seule la France peut rééquilibrer l'Allemagne. Je le dis en tant qu'Italien. Oui. J'espère que ce couple va être inclusif, donc ne va pas exclure les autres. Mais je sais très bien que ce ne sera jamais l'Italie à rééquilibrer l'Allemagne. C'est seulement la France qui peut le faire, et il faut qu'elle le fasse. C'est pour ça que j'espère que Macron ait succès. Confiant. Parce que c'est essentiel pour faire ce rééquilibrage qui est essentiel pour le futur de l'Europe. Enrico Letta, merci. Donc nous recommandons votre livre qui est très riche en propositions, il faut le dire. Merci et au revoir. Merci beaucoup.